Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La nomination de François Bayrou comme Premier ministre il y a 2 mois n'était pas attendue. Mais comme ses prédécesseurs, il sort le 49.3 pour faire passer son budget. Face à lui, une partie de ses oppositions a changé de stratégie. Le Premier ministre a pu échapper ainsi à plusieurs motions de censure cette semaine, jusqu'aux prochains épisodes dans les jours qui viennent. Invité de l'entretien de Dimanche en politique pour en savoir plus, Edwige Diaz, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Rassemblement national et députée de Gironde. Et revoilà les débats sur l'identité nationale, le droit du sol, l'immigration qui reviennent sur le devant de scène, portés à la fois par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ces débats sur le droit du sol, l'identité française, est-ce que vous y voyez clairement un appel du pied au Rassemblement national? Déjà, c'est une victoire claire, une victoire idéologique du Rassemblement national, parce que nous, ça fait des années que nous appelons à la suppression du droit du sol. Il n'y a qu'un malheur... Partout en France. Oui, partout en France. Et c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'en fait, d'un côté, vous avez les discours de M. Retailleau, et d'un autre côté, vous avez les actes de sa famille politique d'origine, les Républicains, ou de ses alliés macronistes, qui ne sont pas au rendez-vous. Je vais vous donner un exemple. Jeudi, c'était le jour de la niche parlementaire LR. On traitait de la question du droit du sol à Mayotte. Nous, au Rassemblement national, nous avons déposé un amendement visant à supprimer le droit du sol sur l'ensemble du territoire national. Et là, j'ai été chercher les chiffres parce que c'est quand même fort de café. Cet amendement n'a pas été voté parce que les Républicains ont décidé de s'abstenir ou de voter contre, alors qu'il manquait simplement 13 petits voix. Quant aux macronistes, ils avaient tous piscine, ils n'étaient pas là pour soutenir leurs amis les Républicains. Donc vous dites à Bruno Retailleau, par exemple, qui vient des LR et qui a des ambitions à la tête des Républicains, mettez de l'ordre dans votre famille politique. Oui, c'est ça en fait. Mettez en adéquation vos actes et vos paroles. Faites en sorte que vos députés votent ce que vous voudriez voir appliquer, parce que sinon, en fait, ils vont continuer de prendre les Français pour des imbéciles. Ça nous rappelle quand même un petit peu Sarkozy, vous voyez, l'époque Sarkozy, qui parlait dur, qui parlait fort, et finalement, il ne s'est rien produit après. Donc ça veut dire aussi que Bruno Retailleau, finalement, est tout seul? Oui, je pense que Bruno Retailleau est isolé. Mais s'il veut se sentir moins seul, il peut tout à fait prendre sa carte au Rassemblement national ou devenir ministre de Jordan Bardella le jour où nous aurons remporté les élections. Vous dites ça en souriant, mais c'est une blague ou vous pensez que ce serait possible? Si M. Retailleau est sincère et s'il veut faire appliquer ce pourquoi il prétend se battre, je pense que sa place n'est en effet pas au sein d'un gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous dites sa place est au Rassemblement national. Alors ça démontrera finalement sa sincérité, parce qu'il ne pourra rien faire passer tant qu'il reste dans un gouvernement macroniste. S'il est sincère, oui, sa place est au Rassemblement national. On va peut-être lui proposer d'acheter une carte. François Bayrou estime qu'il faut élargir le débat à d'autres questions. Qu'est-ce qu'être français, notamment? Est-ce qu'il est possible de définir la nationalité française? Non, mais moi, je veux bien qu'on débatte. Mais le problème, c'est que les Français ont déjà débattu de cette question. Ils ont fait confiance à hauteur de 11 millions au Rassemblement national pour porter ces sujets. 65% des Français sont pour la suppression du droit du sol. L'immense majorité des Français souhaitent qu'on restreigne l'immigration en France. Donc en fait, le débat, il a déjà eu lieu. Maintenant, il est temps de passer au vote. Et là, j'ai l'impression... Un référendum, en fait. Ou un vote à l'Assemblée nationale, ou sinon, oui, un référendum, comme le propose Marine Le Pen. D'ailleurs, notre référendum vote aussi à l'Assemblée nationale, vous dites. En fait, tout ce qui permettra de faire avancer les choses. Mais oui, je le dis. Il y aurait une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous serons au rendez-vous. Maintenant, M. Bayrou doit voir du côté de ses amis macronistes, parce que je vous dis, souvent, à l'Assemblée nationale, ils ont piscine, c'est-à-dire qu'ils sont absents des bancs. Quant au référendum, vous savez qu'il y a une limite constitutionnelle. Écoutez, nous pensons que le gouvernement, le président de la République, peut proposer un référendum aux Français. Nous, ce projet de loi référendaire, il est prêt, il est disponible sur le site internet du Rassemblement national pour changer la Constitution. Et donc, vous savez, nous sommes partageurs au Rassemblement national. Nous pouvons livrer clé en main cette proposition de référendum à Emmanuel Macron. Il en faudrait 2. Un premier pour autoriser le référendum sur la nationalité, puis ensuite un deuxième... Ça tombe bien, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait redonner la parole au peuple. Ça tombe bien, au Rassemblement national, nous y sommes également favorables. La liste des 49.3 s'allonge avec François Bayrou pour faire passer les budgets d'État et de la sécurité sociale, et chaque fois, une motion de censure déposée par la France insoumise est rejetée. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement. Nous en sommes au 25e 49.3 des gouvernements de M. Macron. Une seule façon d'exprimer son opposition au gouvernement,
c'est le vote d'une motion de censure. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement. Votre PLFSS est détestable, son contenu est détestable, son budget est détestable, et le gouvernement qui le porte est détesté. Dès lors, je demande la censure de ce gouvernement. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Edwige Diaz, le Rassemblement national n'a voté aucune motion de censure contre le budget. D'autres 49.3 sont à venir. Restez-vous sur cette ligne, ne pas voter de motion de censure. Ça dépendra. Là, je vais peut-être vous expliquer pourquoi nous avons décidé de ne pas voter cette motion de censure. C'est parce que il fallait un budget à la France, parce que nous sommes des députés de terrain et nous avons entendu les inquiétudes, notamment d'un certain nombre de chefs d'entreprise, de l'armée aussi. Et donc, oui, malheureusement, en fait, ce budget est mauvais. Donc vous êtes piégé. Mais on a fait le choix. Vous êtes piégé. C'est-à-dire, vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec tout, mais vous voulez pas voter de motion de censure. En effet, je vous confirme que nous ne sommes pas d'accord avec ce budget macroniste. Mais vous êtes piégé dans la stratégie. En fait, c'est que nous sommes, pour l'instant, il ne peut pas y avoir d'élection. C'est ce que je veux vous dire. Donc, en fait, on a fait le choix qui était le choix de la moins mauvaise solution. C'est-à-dire, où on laissait passer un mauvais budget, où on censurait un mauvais gouvernement. Finalement, il fallait un budget à la France. Ça ne veut pas dire que nous nous interdisons pas de voter une prochaine motion de censure. Sur le budget nous verrons. Sur le budget, sur autre chose. Ça peut être aussi une motion de censure spontanée. En tout cas... c'est-à-dire que le Rassemblement national pourrait déposer une motion de censure spontanée à n'importe quel moment. Oui, c'est notre droit. Vous savez, nous, c'est votre droit, mais est-ce que ça veut dire que c'est envisagé? On verra en fonction. Vous savez, il y a encore un petit peu de temps. Mais ce que je veux vous dire, là, pour sortir de cette impasse, parce qu'en fait, c'est la France qui est dans une impasse, en raison de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui est consécutive aux alliances contre nature, c'est-à-dire aux alliances entre macronistes et Nouveau Front populaire, nous disons que le déblocage de la situation ne pourra avoir lieu que s'il y a deux solutions qui sont mises sur la table. La première, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale qui, je l'espère, interviendra le plus tôt possible, c'est-à-dire dès cet été ou dès l'automne, ou alors, comme je le souhaite, moi, comme une majorité de Français, c'est la démission d'Emmanuel Macron pour provoquer une élection présidentielle anticipée. Ça se décrète pas, une démission. Non, si vous ne faites pas pression... Non, mais on ne va pas faire pression. Mais en tout cas, j'espère qu'Emmanuel Macron sait qu'il est détesté par l'immense majorité des Français, parce que je crois qu'il ne recueille que 17% d'opinion favorable, et qu'une majorité de Français souhaite qu'il démissionne. Peut-être qu'en tant que président de la République, il peut aller dans le sens du peuple. Pour une fois, ça lui changera. Sur les motions de censure, il y a quand même deux lignes au Rassemblement national. La semaine dernière, à votre place, il y avait Jean-Philippe Tanguy qui disait qu'à titre personnel, il était pour la censure du gouvernement. Et d'autres disent ça. Jordan Bardella a dit non, on ne va pas censurer. D'abord, vous êtes sur quelle ligne? Non, en fait, il n'y a pas de ligne. Mais pourquoi Jean-Philippe Tanguy a indiqué cela? C'est parce que Jean-Philippe Tanguy est notre référent budget. C'est-à-dire il dit je suis pour la censure. Et Jordan Bardella, qui n'est pas des parlementaires, dit je suis contre. C'est-à-dire qu'il sait mieux que quiconque pourquoi ce budget est mauvais pour la France et les Français. Le seul sujet, c'est qu'en fait, il y a... vous votez un budget, vous faites tomber le gouvernement, mais en fait, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont une vision globale. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que Jean-Philippe Tanguy a voté conformément à la position du groupe. C'est-à-dire que nous avons tous voté... comme un seul homme. Comme un seul homme, exactement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas chez les socialistes, par exemple, où là, il y a du rififi au sein du Nouveau Front populaire. Non, nous, au Rassemblement national, je le dis, si nous sommes le parti politique préféré des Français, c'est parce que nous faisons preuve de cohérence et que nous sommes mus par un seul intérêt. Mais il y a quand même les pour et les contre censure, même s'il y a une décision finale qui est prise à l'arrivée. Ouais. Vous vous situez dans quel camp plutôt? Non, mais moi je l'ai dit, moi je suivrai la ligne de mon parti. Et nous, ce que nous voulons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est faire en sorte que le quotidien des Français, jusqu'à temps qu'il y ait une réélection, soit le moins horrible possible. Alors, je vais vous prendre des exemples. Oui. Parce que dans le budget qui a été voté, vous savez, il y a eu l'abaissement à 25 000 € du plafond d'assujettissement des entrepreneurs à la TVA. On l'a découvert. Bon, finalement, ça va être suspendu. Le ministre de l'Économie a dit qu'il va remettre les 15 millions, et le Premier ministre, qui avaient été supprimés pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Là aussi, tout le monde a l'air de découvrir. Surtout eux.
Pas vous. Vous l'avez voté en connaissance de cause. Non, mais nous, on a voté contre le budget, monsieur. Donc, en fait, on n'était pas d'accord avec ces mesures-là. On n'a juste pas voté pour la censure. Ce sont deux choses différentes. Le budget est mauvais, on vote contre. Qu'est-ce qui est le moins mauvais? Est-ce que c'est censurer le gouvernement ou laisser passer un mauvais budget? Sauf qu'il n'y a pas eu de vote sur le budget, c'est 49.3. C'est la censure ou rien? Non, mais je vous parle de la commission mixte paritaire. Là, il y a eu un vote. D'accord. Excusez-moi. Alors, prenons un autre exemple. Dans le budget de la sécurité sociale qui va venir, il va y avoir la mise en place de la CSG pour les apprentis. C'est-à-dire, ils vont payer de l'argent alors qu'ils gagnent 1 000 € par mois. Est-ce que vous laissez passer ça? Non, mais ce sont évidemment des mauvais budgets. Ce sont oui, mais vous ne censurez pas, donc ça passe. Borne, Bayrou. Oui, mais sauf que vous ne censurez pas, ça passe. En fait, on censurait pour faire quoi? Pour empêcher ça. Oui, mais du coup, pour empêcher ça, mais à un moment donné, vous savez, il y a d'autres questions qui arrivent sur la table, notamment les impôts des Français. Voilà. Si il n'y a pas de budget, eh bien les Français verront leur montant d'imposition augmenter. Donc, c'est pas ce que nous avons choisi. Oui, mais là, c'est les apprentis qui vont payer plus. Ils gagnent 1 000 € par mois. Ils vont payer de la CSG, ça n'existe pas. Je sais, monsieur. C'est pour ça, en fait, que nous voulons remplacer ce gouvernement. Nous disons que leur politique est mais il faut très censurer mauvaise. Dans ce cas. Oui, mais censurer pour faire voyez bien dans lequel vous êtes. Je ne fais pas la Constitution. Je dis juste que la Constitution nous permet de provoquer d'autres élections dès cet été. Pour l'instant, il n'y a pas de réélection possible, sauf si Emmanuel Macron décide de démissionner. C'est la raison pour laquelle nous choisirons la solution du moindre mal. Mais ce que je veux vous dire sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale et sur les taxes sur les apprentis, eh bien, vous savez, il y a quelque chose qui peut avoir lieu. C'est un projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificative. C'est-à-dire que, et permettez-moi de développer, que si cet été, il y a d'autres élections législatives, que Jordan Bardella arrive à Matignon, que nous avons la majorité absolue à l'Assemblée nationale, nous pourrons proposer un projet de loi de financement de la Sécurité sociale et projet de loi de finances de l'État rectificative. Et là, nous pourrons annuler ces taxes supplémentaires que nous contestons radicalement, je le dis, au Rassemblement national. Nous sommes du côté des entreprises et je me permets juste de vous dire, parce que je n'ai pas eu le temps de le développer, que nous, notre programme de soutien au monde économique, il est très clair, il est disponible sur le site internet du Rassemblement national et nous sommes pour la liberté d'entreprendre et pour le soutien aux entrepreneurs. On va accueillir Nathalie Moré, journaliste politique à Ebra Presse pour sa carte blanche. Bonjour Nathalie. Bonjour La question est de savoir Bonjour Madame Diaz. Si le Rassemblement national a mis de l'eau dans son vin. Le Rassemblement national se présente comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Mais en ne votant pas la censure cette semaine, est-ce que vous êtes toujours les adversaires numéro 1 de François Bayrou? Mais oui, absolument, parce que déjà, nous, contrairement au nouveau Front populaire, nous n'avons pas été élus grâce aux voix des uns ou des autres. C'était pas ma question. Ma question, c'est que vous n'avez pas... La France Insoumise peut clairement dire on est les premiers opposants, parce que eux, ils votent la censure. Ah non, je crois pas, parce que la France Insoumise, en fait, a appelé... à faire réélire et à faire réélire Madame Borne, par exemple, Madame 49.3. Donc je le dis, nous devons nos sièges aux 11 millions d'électeurs et pas au désistement. Et vos 11 millions d'électeurs, ils ne veulent pas que vous censuriez François Bayrou? Deuxième point, écoutez, en tout cas, il y a 2 tiers de nos électeurs, même un petit peu plus, qui ont approuvé notre décision de ne pas censurer dans l'immédiat. Madame Diaz, ce que je veux dire, s'il vous plaît, pardon. Oui, mais moi aussi, il faut que je vous réponde parce que du coup, j'ai pas mais clairement, vous n'avez pas censuré François Bayrou cette semaine, mais vous aviez auparavant censuré Michel Barnier. Donc clairement, vous êtes plus pro-Bayrou que pro-Barnier. Non, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ce sont des macronistes. C'est le calendrier qui a motivé notre décision, parce qu'il ne peut pas y avoir d'élection maintenant. C'est parce qu'il fallait un budget à la France. Et pourquoi maintenant nous étions pressés? C'est parce que je vous rappelle que François Bayrou a décidé, au lieu de mettre les parlementaires au travail sur fin décembre et début janvier, il a décidé d'envoyer pendant 1 mois tout le monde en vacances. Donc nous avons perdu du temps. Ce que je veux vous dire, c'est que sur ce budget, nous sommes opposés en commission mixte paritaire. Et nous avons même déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, pardon de vous le dire, s'il y a bien un opposant résolu à la politique menée par Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Alors, vous avez expliqué pourquoi vous n'aviez pas voté la censure, mais il y a une autre motion de censure qui va arriver au mois de février. C'est une motion de censure spontanée. Elle sera déposée par le Parti socialiste pour rappeler les valeurs de la République et pour critiquer les mots de submersion migratoire prononcés par le Premier ministre François Bayrou. Ma question est simple, est-ce que vous allez la voter?
On verra, parce qu'au Rassemblement national, on ne s'interdit rien. Ce que je veux vous dire, pour pas qu'il y ait de mésentente, c'est qu'on ne vote pas sur le texte, c'est-à-dire sur l'exposé des motifs d'une motion de censure, on vote uniquement pour sa portée, pour son objet. Et donc l'objet, en l'occurrence, ça sera de faire tomber le gouvernement. On verra bien, mais en tout cas, nous, on ne va pas tomber dans le piège. Quel que soit le texte. Mais oui, en fait, on vote sur des mots. C'est-à-dire que vous pourriez voter... On ne vote pas sur un exposé des motifs. C'est on ça, vote sur une censure. La loi, c'est que quand on vote une motion de censure, c'est sur un texte particulier. Non, et là, madame. c'est pour critiquer la politique. Pardon, madame. Allez voir le règlement de l'Assemblée nationale. Vous verrez que l'exposé des motifs est facultatif et qu'on ne vote pas sur un exposé des motifs. On vote sur un texte. Par contre, ce que je veux vous dire, parce que ça, à la limite, voilà, c'est du réglementaire, c'est du... Pourquoi vous maintenez le suspense? C'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, on ne tombera pas dans le piège du Parti socialiste, qui essaye de se racheter une virginité parce que tout le monde sait qu'ils se sont mis dans la main de la France insoumise pour essayer de conserver leur siège et qu'aujourd'hui ils se mettent dans la main des macronistes pour empêcher une dissolution parce qu'ils savent très bien. Mais vous pourriez quand même voter leur motion de censure de l'Assemblée nationale, eh bien ils ne sont pas certains de retrouver leur siège. Au début en fait, nous on ne va pas tremper dans ces magouilles de politique. Mais vous pourriez voter leur motion de censure cependant. Dégoûte les Français. Oui, parce que nous sommes un parti politique libre. Parce que comme je l'ai dit, nous ne dépendons pas ni de nos Front populaire, ni des macronistes. Au début de l'entretien, vous avez dit que vous vouliez mettre les mots en adéquation avec vos actes. Oui. Justement, voter cette motion de censure, ce serait une façon de faire chuter le gouvernement après les budgets, les motions de censure pour les budgets, et donc de le faire chuter. Ce serait ça. La voter, c'est mettre les mots en adéquation avec les actes. Si vous voulez changer un monsieur Barnier par un monsieur Bayrou, par une madame Borne ou par une madame Borne bis, ça ne changera pas la politique du gouvernement. En fait, le problème, c'est Emmanuel Macron. On verra parce qu'on est libre. Mais en tout cas, je veux le dire, nous, notre seule boussole, ça sera l'intérêt des Français. Merci Nathalie. Une toute dernière question. Ça concerne l'Assemblée nationale et puis le Conseil constitutionnel aussi. Demain seront connus les noms des nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron devrait proposer le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour présider le Conseil constitutionnel. Vous aurez votre mot à dire. En tant que député, il y a même un vote de commission permanente de l'Assemblée. Donnerez-vous votre feu vert ? Non, mais c'est incroyable. Je pense qu'on en discutera entre nous, mais je pense que nous ne validerons pas ce choix, qui est quand même la démonstration inouïe que la Macronie, c'est le monde du recasage et du recyclage des battus. Parce que Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, a été battu dans sa circonscription du Finistère en 2022. Et aussi, ça pose la question de l'indépendance du Conseil constitutionnel, parce que si c'est un proche, très proche d'Emmanuel Macron, qui est nommé président du Conseil constitutionnel, je pense que les Français pourront légitimement s'interroger sur l'indépendance de cette instance. Merci Edwige Diaz d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. À revoir sur l'application ou le site France Info et sur la plateforme France TV. Dimanche en politique se poursuit. Rebonjour, Dimanche en politique suite. La France aura un budget pour 2025, ça ne fait pas trop de mystère. Mais personne n'en est satisfait, même pas le Premier ministre lui-même. Alors les Français vont-ils lui retrouver leur compte ? Et être Français d'ailleurs, ça veut dire quoi ? Telle est la question remise sur le tapis par plusieurs ministres de François Bayrou et François Bayrou lui-même, après le débat houleux sur le droit du sol à Mayotte cette semaine. Invité de Dimanche en politique, Roland Lescure, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale Ensemble pour la République et vous êtes membre aussi de la direction de Renaissance, qui est le parti macroniste désormais présidé par Gabriel Attal. Ça ne fait que 3 mois que Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche et 3 semaines qu'il a pris ses fonctions. Depuis, il multiplie les sorties tonitruantes. Au Proche-Orient, il veut transformer Gaza en zone touristique. Il dit vouloir rattacher le Canada aux États-Unis, investir le Groenland, renvoyer des millions ou des milliers d'émigrés. Ou encore, lorsqu'il signe un décret interdisant aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins. Aux États-Unis, les opposants à Donald Trump commencent à réagir et ont appelé à des manifestations, notamment dans les grandes villes. C'est un territoire que vous connaissez bien puisque vous êtes député des Français d'étrangers d'Amérique du Nord. Marine Le Pen s'est réjouie hier d'un vent nouveau qui souffle avec l'élection de Donald Trump. Elle a même repris le slogan « Make Europe Great Again », c'est-à-dire redonner sa grandeur à l'Europe. Vous partagez cette ambition ? D'abord, Europe is great. L'Europe, c'est déjà un continent exceptionnel, le premier marché du monde, avec une monnaie unique, avec une capacité à montrer l'exemple sur un certain nombre de sujets. Il y en a d'autres sur lesquels on a à apprendre des autres, contre lesquels Marine Le Pen a voté systématiquement depuis 25 ans contre toutes les avancées. Donc des leçons sur l'Europe de Marine Le Pen, je ne les prends pas. Mais là où effectivement ce que vous dites est important, c'est que tous les matins, j'allais dire, on se réveille avec un semblant d'angoisse en se demandant ce qu'il a inventé de nouveau dans la nuit. Vous, ça vous inquiète. Marine Le Pen, elle a dit au contraire, c'est formidable. Mais c'est formidable
qu'on réinstalle des africanaires en Afrique du Sud. C'est formidable qu'on réinstalle les pailles en plastique. C'est formidable qu'on envahisse le Groenland. Et c'est formidable qu'on ait un membre du gouvernement qui est aujourd'hui propriétaire, propagandiste en chef et responsable de l'algorithme d'un grand réseau social mondial. Je parle évidemment d'Elon Musk. Elon Musk. Eh ben moi, je trouve pas ça formidable. Alors, je trouve ça plus inquiétant. Elon Musk, il a été reçu plusieurs fois à l'Élysée par Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs invité au sommet de l'intelligence artificielle qui a lieu en ce moment à Paris. Ça vous gêne ? Alors d'abord, il a été invité en tant qu'entrepreneur. Il n'était pas encore... Oui, non, c'est important. Vous jouez sur les mots. Ah non, pas du tout. Parce que depuis, il est devenu membre de l'administration, il s'est mis à soutenir des partis d'extrême droite en Allemagne et à attaquer le parti travailliste. Est-ce que ça vous gêne, donc, cette invitation ? Alors, d'abord, je ne pense pas qu'il y sera, puisque l'administration américaine a décidé d'être représentée par le vice-président des États-Unis. Le vice-président chinois sera là, Madame von der Leyen sera là, on aura tout le Gotha de l'intelligence artificielle. Vous respirez, alors vous dites ouf, il ne sera pas là. Quoi. Non, je dis ouf. On montre que la France, elle attire encore. Vous savez que l'intelligence artificielle... Mais vous n'avez pas répondu sur Elon Musk. Ça vous rassure qu'il ne soit pas là. C'est anecdotique. Moi, je préfère commenter ceux qui sont là. C'est-à-dire, tout ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, compte de gens qui comptent, avec une France qui attire. Vous savez, l'intelligence artificielle, ça fait partie de l'avenir. Parfois, on est un peu inquiet quand on voit des vidéos fake news qui nous donnent l'impression que le monde va devenir complètement horrible. Mais l'intelligence artificielle... c'est ce qui va faire qu'on va innover, c'est ce qui va faire que l'industrie de demain, j'espère, sera française et européenne. Et pour l'intelligence artificielle, il faut des cerveaux, on en a beaucoup en France, il faut des serveurs, si je peux me permettre, et on a des milliards de dollars qui vont venir investir en France pour installer des data centers. Que la France soit à la pointe de cette technologie qui est une technologie d'avenir, moi j'en suis extrêmement fier. Alors je reviens à Elon Musk 2 minutes, parce que, une seconde plus exactement, vous aviez lancé un appel il y a quelques semaines pour que les politiques quittent son réseau social X, ex-Twitter. Peu l'ont fait, hein. Tout le monde est encore sur X. Est-ce que vous renouvelez votre avertissement ? Oui, moi je suis convaincu que quand vous avez le propriétaire d'un média, parce qu'au fond c'est un média, qui porte une thèse, j'allais dire quelle qu'elle soit, mais a fortiori ultra-réactionnaire, et qui décide de vous l'imposer. Moi je suis pas un grand fan de Fox News. Je ne vais pas sur Fox News. Et personne ne m'impose de regarder Fox News. Et c'est le cas d'autres chaînes françaises. Mais pourquoi votre appel, il n'a pas été entendu ? 20 000 signataires à cet appel. Oui, d'accord, mais... allez sur change.org, vous verrez. L'Élysée est encore dessus, Emmanuel Macron est encore dessus, tous les partis politiques sont encore dessus. Écoutez, moi je suis convaincu que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pris la bonne décision. Je ne me réveille pas le matin en étant bombardé de musqueries, de trumperies ou de trolleries d'autres partis avec lesquels je ne me reconnais pas. Je dors mieux la nuit. Et franchement, il y a d'autres manières de communiquer. Vous m'en donnez l'occasion aujourd'hui. Une affaire qui risque de mouiller beaucoup de monde, c'est celle des eaux de Nestlé. Le groupe suisse a utilisé des traitements pour purifier ses eaux minérales vendues dans le commerce. Un procédé interdit, mais à force de pression, les gouvernements successifs ont laissé faire. Liste de départ qui est dans la liste. Et finalement, j'ai arrêté d'en acheter et j'amène de l'eau du robinet, tout simplement. C'est vrai que ça fait un peu peur de savoir que on achète des choses, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète derrière. L'entreprise qui commercialise les marques Contrex, Épar, Vittel et Perrier aurait été autorisée à commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et à risque pour la santé, et ce avec l'aval du gouvernement et de l'Élysée. Il y a des coups de fil qui sont passés, il y a des mails. Et Nestlé tente d'obtenir de la part de l'État le droit de contourner la loi. Il faut que chacun fasse son travail. Moi, je ne suis pas au courant de ces choses-là. Il y a de l'entente avec personne. Il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Pourquoi l'Élysée et Matignon ont autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne? Et comment pouvez-vous justifier aujourd'hui que cette fraude perdure? Oui, effectivement, sur l'étiquetage, il y a effectivement une fraude. Nous attendons naturellement les conclusions de cette commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, on en est à auditionner les directions générales, mais on va remonter tranquillement la filière de responsabilité jusqu'au gouvernement et jusqu'aux ministres qui seront auditionnés. La décision est-elle remontée à l'arbitrage de l'Élysée? Si Alexis Kohler est dans la boucle, il sera auditionné devant notre commission d'enquête. Roland Lescure, en tant que ministre de l'Industrie, vous avez eu affaire aux dirigeants de Nestlé Waters, vous les connaissez. Est-ce qu'ils ont fait pression sur vous en faisant du chantage sur l'emploi? Alors d'abord, je n'ai pas personnellement rencontré les dirigeants de Nestlé Waters. Mes équipes les ont rencontrés dans le cadre de l'instruction du dossier. Et évidemment, on a instruit ce dossier de manière extrêmement sérieuse et en tenant compte en premier lieu, évidemment, des risques sanitaires.
Chacun a fait son travail. Bercy a fait son travail, le ministre de la Santé, on a vu son successeur, a fait son travail, et Matignon, comme c'est le cas de toute décision interministérielle, a pris cette décision en tenant compte, je dirais, des préconisations des uns et des autres. D'autoriser des eaux filtrées. Exactement. Parce qu'attention, on raconte beaucoup de choses. Des eaux filtrées, j'ai bien dit. Des eaux filtrées. Mais est-ce qu'il y a eu un chantage à l'emploi de la part de Nestlé? En tout cas, pas à mon égard. On n'est pas dans du donnant-donnant. Moi, je suis pas dans la complaisance, d'ailleurs, avec les industriels. Je peux vous dire que j'ai pris un certain nombre de décisions quand j'étais ministre de l'Industrie qui leur ont pas beaucoup plu à certains ou à certaines. Maintenant, ça a été dit, on a une commission d'enquête. Visiblement, je viens de l'apprendre, les ministres vont être convoqués, donc je ferai sans doute partie de ceux donc vous irez volontiers? Évidemment, j'irai volontiers et j'expliquerai tout ça. Mais la décision, vous dites, a été prise à Matignon. Vous avez vu, nos confrères du Monde ou de Radio France disent ça va jusqu'à l'Élysée, même si Emmanuel Macron dit non. Ça s'est arrêté à Matignon. Écoutez, cette décision a été prise dans ce qu'on appelle le cadre d'un bleu interministériel. C'est un document qui émane de Matignon à partir de discussions avec les ministres concernés. Donc ça s'arrête là? En tout cas, c'est là qu'elle a été prise, la décision. Ça, je vous le confirme. Le budget 2025, on va en parler. On va parler des micro-entreprises qui sont assujetties à la TVA dès 25 000 euros de chiffre d'affaires. 250 000 auto-entrepreneurs vont être concernés par ça. Ça commence à monter, cette affaire. Donc, le ministre de l'économie a dit on va suspendre. Est-ce qu'il faut tout simplement retirer cette mesure? Écoutez, moi, j'ai voté la hausse de ce seuil en 2017-2018, je ne sais plus, dans le cadre d'un budget. Donc, évidemment, je suis pour le maintenir là où il est. C'est-à-dire 37 500 et 80 et donc est-ce qu'il faut retirer actuellement ce qui a été voté? On va, comme on dit, consulter. Consulter, mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas dire tout simplement... J'espère que cette consultation va donner lieu à une suppression de cette mesure qui, je pense, est une erreur. Ça arrive, les erreurs, errare humanum est. Je pense qu'il faut revenir dessus. À la fois parce que ça a créé énormément d'emplois. Ça a créé énormément de recettes fiscales et sociales, parce que derrière, il y a quand même des cotisations à l'URSSAF et de l'impôt sur le revenu. Donc, introduire de la TVA qui va complexifier les démarches administratives de gens qui, au fond, travaillent chez eux, font des petits boulots et permettent d'intégrer le marché du travail, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, à propos de travail, le chef de votre parti, Gabriel Attal, travaille sur une proposition pour, dit-il, alléger le fardeau fiscal qui pèse sur le travail. Alors vous devez travailler avec lui, puisque vous êtes aussi dans le comité de direction de Renaissance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense en tout cas que plutôt que de subir un budget qui est un bon compromis sur un budget entre nous qui n'est pas terrible, parce qu'il a été constitué de briques et de brocs à partir de Michel Barnier, la censure, François Bayrou, des négociations et autres. Il faut que nous, on propose notre budget. Il faut qu'on arrive à l'été, au moment où le gouvernement, lui, va commencer à travailler sa copie, avec notre copie. Et dans notre Pour copie... 2026 Pour 2026, je pense qu'on... Et dans votre copie? Et dans notre copie, il faut qu'on ait effectivement le travail au cœur de notre projet. Il faut qu'on ait des réformes structurelles, notamment... Quelles mesures, par exemple? On avait mis en avant une réforme de l'assurance chômage. Je pense que celle-là, il faut qu'on la remette sur la table. C'est-à-dire réduire la durée d'indemnisation des... S'assurer que l'incitation à travailler, chercher un travail quand on est au chômage, soit évidemment... Ça voulait dire, pour Gabriel Attal, réduire la durée d'indemnisation, très clairement. Oui, de manière concrète, mais avec encore une assurance chômage qui est la plus... D'accord. Généreuse, mais Roland Lescure, pour être clair, vous mettez sur la table la réduction de la durée d'indemnisation du chômage. Parmi les réformes structurelles qui vont nous permettre de financer la protection sociale de demain, il y a soit vous financez ça par le travail, soit vous financez ça par d'autres moyens. La réforme de l'assurance chômage fait partie des mesures. Que vous remettrez sur le... La réforme des retraites, à laquelle je suis, mais alors complètement opposé à toute modification de l'âge, si ce n'est peut-être un jour, il faudra en reparler pour l'augmenter, il va falloir réfléchir de manière différente au financement de notre modèle social, au risque sinon de le mettre en danger. Donc oui, tout est ouvert et on aura des propositions à faire là-dessus. Vous nous dites très précisément ce midi, repousser peut-être l'âge de départ à la retraite et réduire la durée d'indemnisation de chômage. Pas le réduire, commençons par ça. Et revenir sur et peut-être réduire l'indemnisation du chômage. C'est ce que vous nous dites ce midi. En tout cas, présider les débats à l'Assemblée nationale, c'est du sport et ça, même je vous le confirme, un métier. C'est vous qui étiez au perchoir, d'ailleurs, cette semaine, lorsque la question du droit du sol a été débattue. On va y revenir parce que c'est un sujet qui n'a pas fini de faire débat. Calmez-vous là. L'Assemblée nationale en a vu d'autres, mais Roland Lescure a eu du mal à contenir les dérapages. Ici, la droite face aux insoumis. Écoutez, occupez-vous de vos propres niches. J'aurais tendance à vous dire, restez-y peut-être même.
Et puis... On va laisser le rapporteur terminer sa prise. Entre mauvais goût et insultes, le président a mis de longues minutes pour trancher. Et j'aimerais que vous puissiez qualifier vos propos auprès de la présidente Panot, que vous avez, je cite, renvoyé à sa niche, et personnellement, je trouve que c'est déplacé. En revanche, ni coup de théâtre, ni surprise pour l'adoption d'un budget pourtant disqualifié par son auteur. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Mais c'est un équilibre. Imparfait donc, mais adopté. Plutôt content de sa méthode, François Bayrou la renouvelle pour la sécurité sociale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement. À partir du moment où vous mettez le 49.3, la motion de censure devient pour tout opposant ici la seule façon de s'opposer à un mauvais budget. Pas automatique pour les socialistes qui ont censuré Barnier mais épargné Bayrou, la gauche se redivise. 5 49.3 qui arrivent là, un derrière l'autre. 2 aujourd'hui. Encore 3 devant. Les socialistes sont prévenus. Il y a 3 votes devant. Ils prennent leurs responsabilités. François Hollande, sors de ton bois. C'est aussi par voie d'affiche que les oppositions s'affrontent. Pour les insoumis, dos à dos, Marine Le Pen et les socialistes incarnés par François Hollande ou Olivier Faure, selon. Le PS, lui, préfère cibler la droite, au casting duquel se glisse Gabriel Attal et le soupçon de marcher dans les pas de Marine Le Pen. Le droit du sol n'est pas dans la Constitution française et que par une simple loi, nous pourrions et même nous devrions supprimer le droit du sol pour l'ensemble du territoire national. En ouvrant le débat sur l'identité française, François Bayrou, rattrapé par son aile droite, espère-t-il encore rester au centre du jeu? Bon, Roland Lescure, c'est reparti pour un tour sur le droit du sol, l'immigration et tous ces sujets-là. Sur la restriction du droit du sol à Mayotte, vous n'avez pas voté, vous présidiez la séance. Qu'est-ce que vous auriez voté pour ou contre? Alors, c'est important, vous l'avez dit, je présidais. Ouais. Le président de séance, il doit être neutre. Vous auriez été... Non, mais je ne vous dirai pas ce que j'aurais voté. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quand on entend la prise de parole de Madame Le Pen, on voit bien que partir d'une situation exceptionnelle, celle de Mayotte, très vite, on dérive vers un débat plus large sur le droit du sol en France, elle n'est pas la seule, parce auquel que, justement... moi je suis extrêmement opposé. Et j'ai entendu effectivement des voix ici, là. Non, attendez, on va les citer, les voix. C'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui disent qu'il faut ouvrir le débat sur le droit du sol, et même beaucoup plus que cela. Vous n'êtes pas prêt à les suivre? Ah non, je ne les suis pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en politique, on perd jamais une occasion de faire parler de soi, mais que ce sujet est suffisamment grave pour, je pense, éviter les petites phrases. 2, ça fait partie de l'histoire de France, littéralement. 1300, 1515, 1789, 1889, ça fait 7 siècles que ce principe est inscrit dans la manière dont la France s'est construite. Donc il ne faut pas y toucher. Mais ensuite, surtout, c'est totalement inopérant. Si vous voulez traiter les enjeux d'immigration, vous attaquez pas au droit du sol. C'est 30 000 personnes par an. Ces gens-là, vous savez qui ce sont? Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés en France, qui ont vécu en France, qui sont allés à l'école, qui sont sur le territoire français entre 13 et 18 ans, au moment où ils demandent la nationalité française qui, du coup, leur est acquise. Ça n'a rien à voir. Au contraire, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec l'immigration illégale, ce que vous voulez dire. Non, mais ça n'a rien à voir, même avec l'immigration. C'est 15 ans, 17 ans, 18 ans après être né sur Roland le sol. Lescure, je vous entends. Sauf que là, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis, occupez-vous de l'essentiel. Aujourd'hui, on a un défi du côté de l'immigration illégale. C'est vrai. Et d'ailleurs, on a commencé à s'en saisir il y a 1 an avec une loi portée par Gérald Darmanin qui commence à avoir de l'impact. Plus de reconduite à la frontière, moins de régularisation de travailleurs sans papier, je dirais illégaux. Moi, ça fait des années et des mois que j'insiste sur le fait que sur l'immigration illégale, il faut être extrêmement ferme, mais il faut aussi une filière d'immigration légale par le travail, Roland Lescure, vous par avez quand même l'intégration. vous avez un problème politique, puisque vous êtes dans le socle présidentiel. Les ministres que Bruno Retailleau, Gérald Darmanin sont les ministres du socle présidentiel. Vous avez un problème politique, là. C'est peut-être une raison pour laquelle je ne suis pas dans ce gouvernement. Moi, j'ai souhaité garder ma liberté de parole. Je n'ai pas signé pour ça. Alors, quand vous dites ça, fait 8 ans que je me suis engagé en politique, et je considère que ça fait partie des sujets sur lesquels je pense qu'il ne faut pas courir après le programme du Rassemblement national. Ce que font Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Sur ce sujet-là, oui,
et qu'il faut plutôt porter une voix singulière dans laquelle on est à la fois très ferme, comme Gérald Darmanin l'a été en tant que ministre de l'Intérieur sur l'immigration illégale, mais reconnaître qu'une des bonnes manières de lutter contre l'une, c'est de prévoir une immigration légale par le travail et par le droit du sol. Quand vous dites ça, Roland Lescure, c'est vous. Est-ce que c'est aussi la position de Gabriel Attal, qui est le patron de votre parti Renaissance? Non, Gabriel Attal, il a été très clair là-dessus. Il nous a indiqué dans un message interne qu'il souhaitait que le travail qu'il avait lancé sur l'immigration se poursuive. C'est-à-dire de manière. Il a lancé un groupe de travail. Il souhaite que dans les 2 mois qui viennent, on puisse avoir des préconisations extrêmement claires sur l'avenir de la politique de l'immigration. Mais la suppression du droit du sol n'est pas dedans. Et moi, ce que je comprends du message qu'il nous a envoyé, c'est que sur les valeurs, en tout cas, on serait extrêmement cohérent avec ce qu'on porte depuis toujours. C'est-à-dire la suppression du droit du sol, c'est pas dedans. Ça, je le laisserai vous le dire, ce qu'il pense. Mais moi, je peux vous dire que là-dessus, ça fait pas partie ni de mes valeurs, ni des mesures efficaces pour lutter contre l'immigration illégale. Donc pour moi, Elisabeth Borne a dit non, par exemple. Elisabeth Borne a dit non. Elle est numéro 2 de votre parti. Je suis d'accord avec elle. Elle est pourrait aussi voir numéro 2 du gouvernement. Oui, tout à fait. On pourrait voir Renaissance exploser sur cette question. On verra. Moi, je ça pense peut créer que des tensions, ça. Je pense que quand on reste cohérent avec les raisons pour lesquelles on a porté quelque chose, j'espère les raisons pour lesquelles, en tout cas, Gérald Darmanin nous a rejoints il y a 7 ans. Bruno Retailleau, c'est différent. On est dans une coalition. On ne peut pas lui reprocher d'être incohérent. Il pense ça depuis toujours. Moi, je pense que... Il faut qu'il se souvienne qu'il est dans un gouvernement de coalition, c'est ça? C'est une coalition. Mais est-ce qu'il faut qu'il s'en souvienne plus? Non, moi, je pense que... Il a des arrière-pensées politiques, vous pensez? Oui, mais ça, c'est son droit. Les ambitions sont bienvenues, je dirais. Et Bruno Retailleau, il a une véritable colonne vertébrale idéologique dont on peut pas lui reprocher. Gérald Darmanin nous a rejoints il y a 8 ans sur une élection. J'espère qu'il n'a pas oublié toutes les raisons pour lesquelles nous avons gagné cette élection, tout ce qu'on avait fait depuis, avec lui, y compris, et que j'espère on va continuer à faire ensemble. Mais les valeurs pour lesquelles moi je me suis engagé, je peux vous dire, celles-là, je les laisserai pas. Donc Gérald Darmanin devrait aussi s'aligner sur ces valeurs, puisqu'il vous a rejoint il y a 8 ans. On aura ce débat avec lui, j'espère qu'on l'aura de manière franche et ouverte, parce que François Bayrou, mais sans oublier là d'où on vient. François Bayrou veut, lui, ouvrir un débat sur l'identité française. Alors ça, c'est encore autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, c'est peut-être ça, en fait, l'identité française. Mais aujourd'hui, la guerre commerciale est aux frontières. Il y a un combat global contre la démocratie et ses valeurs. On l'a vu tout à l'heure, notamment aux États-Unis. La planète brûle. On a la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Et nous, on va se regarder le nombril en disant qu'est-ce que c'est qu'être français? Alors peut-être que c'est ça, être français. Moi, je pense qu'il y a d'autres urgences. Vous savez... Donc François Bayrou, il est à côté du tempo. Non, mais François Bayrou, il essaye de gérer un gouvernement qui a ses qualités et ses défauts et de répondre à des préoccupations qui sont réelles de la part des Français. Il est l'otage de Gérald Darmanin et non, je pense qu'il essaye de répondre à des préoccupations des Françaises et des Français qui sont légitimes et réelles, pour lesquelles, à mon avis, il y a une échéance qui permettra de le faire. C'est l'élection présidentielle. Mais un débat sur l'identité française, non, pour vous, non. L'identité pour moi, c'est pas la priorité. Maintenant, c'est le Premier ministre qui décide. L'intelligence artificielle, la guerre commerciale, la lutte contre la démocratie. Au fond, le fait que la France retrouve une place forte, dynamique, conquérante en Europe et dans le monde, ce sera peut-être une belle manière d'affirmer l'identité française, plutôt que d'en débattre. Affirmons-la, portons-la, et soyons fiers de ce qu'on est, notamment dans l'innovation, dans le progrès, dans la décarbonation que j'ai portée quand j'étais ministre de l'Industrie. On va retrouver Nathalie Moré des Bras Presse pour sa carte blanche. Rebonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. François Bayrou, on l'a vu cette semaine, a réussi à ne pas être censuré, contrairement à Michel Barnier. Est-ce qu'il a été habile ou est-ce qu'il a été chanceux? Non, il a été, je dirais, habile, mais aussi il a porté ce qu'il porte depuis des décennies, contrairement à Michel Barnier, qui était, je dirais, un républicain bon teint. C'est sa volonté de faire des compromis. Alors, évidemment, c'est plus difficile de censurer une deuxième fois qu'une première. D'où la chance? Non, mais c'est pas de la chance. Les socialistes ont fait un pas en avant. Je regrette qu'ils aient été les seuls. J'aurais aimé que les écologistes et les communistes le fassent aussi. Mais les socialistes ont fait un pas en avant. Il y a répondu. Je le disais, c'est pas le budget rêvé, mais c'est un bon compromis qui nous permet d'avoir à la fois un gouvernement et un budget. Et ça, je m'en félicite. Et je pense qu'effectivement, c'est à l'expérience et aussi à l'habileté de François Bayrou qu'on le doit. Est-ce que ça peut lui permettre de rester jusqu'en 2027, à votre avis? Écoutez, 2027, ça a l'air d'être tellement loin aujourd'hui que... en tout cas, ça lui permet de rester. Et j'espère de continuer à travailler
pour la France, dans une logique de compromis, avec, on l'a vu tout à l'heure, des gens qui ne pensent pas tout à fait la même chose. Et donc j'espère qu'on se comportera. Justement, vous parlez de gens qui ne pensent pas la même chose. On a vu, le PS redevient central, on l'a vu avec cette censure. Et dans le même temps, les LR ont au gouvernement les postes clés. Et le parti Renaissance, dont vous faites partie, dans tout ça, quelle est sa place ? D'abord, il est en train de reconstruire à la fois une base militante, dont il faut reconnaître que c'était quand même pas mal effritée. Et au niveau du gouvernement ? Au niveau du gouvernement, la numéro 2 du gouvernement, vous l'avez dit, et numéro 2 de Renaissance, c'est Elisabeth Borne. Elle doit bien se sentir toute seule. Hein. Astrid Panosyan, ministre du Travail, c'est pas rien, est une des cofondatrices d'En Marche. Elle n'a rien dit sur l'immigration, tiens. Mais l'immigration de travail, ça aurait pu l'intéresser. Je pense que si on lui demandait, mais je la laisserai répondre à vos questions, invitez-la, elle aurait son avis là-dessus. En tout cas, moi, je m'exprime. Je fais partie des secrétaires généraux délégués de Gabriel Attal. On est en train de reconstruire aussi des idées, on l'a dit tout à l'heure sur l'immigration, sur le travail et autres. Je pense qu'il faut aussi, c'est mon travail, réinscrire Renaissance dans une démarche internationale. Justement, au niveau de Renaissance, que vous êtes en train de reconstruire, pour vous, au point de vue international, pour l'instant, c'est Gabriel Attal qui est à la tête de votre parti. Il est très jeune, mais il a déjà un avenir, il a déjà un passé politique important, puisqu'il a été Premier ministre. Est-ce que pour vous, il peut incarner justement un renouveau dans l'optique de 2027 ? Moi, je pense que, à la fois, peut-être du fait de son âge, et aussi surtout du fait de son parcours, de son énergie, de son dynamique, et de sa volonté de travailler, la réponse est oui. D'accord. On peut renouveler... Il pourrait être le candidat de 2027. Non, mais alors ça, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais en tout cas... Non, mais il faut la poser, mais franchement, moi, je ne peux répondre que ce Il peut incarner parce qu'il est jeune, justement, les renouveaux, parce qu'en même temps, on voit bien que depuis qu'il est à la tête de Renaissance, depuis 2 ou 3 mois, il s'efforce de prendre, justement, du champ par rapport au président de la République, notamment par rapport à... surtout de travailler sur le fond, de remobiliser les militants. Et moi, je travaille avec les militants pour reconstruire à la fois des idées et une force militante, et ça démarre plutôt bien. Je vais vous le dire comme ça, on va peut-être pas trop s'emballer, mais ça démarre bien, et notamment parce qu'il est très populaire auprès de nos militants. La question pour votre parti, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que votre parti, est-ce que Renaissance doit tourner la page d'Emmanuel Macron pour justement incarner le renouveau ? En tout cas, évidemment, les mandats qui suivront seront des nouveaux chapitres. J'espère que ce sera dans le même livre, parce que moi, je me suis engagé pour un certain nombre de raisons qui restent valables aujourd'hui. Donc, ne changeons pas de livre, mais évidemment, on va tourner la page. On va passer à autre chose, mais sans oublier là d'où on vient. C'est essentiel. Vous dites que vous êtes engagé en politique justement pour Emmanuel Macron, pour aussi... Pas seulement, mais pour lui. Aussi parce qu'il était un rempart au Front National, devenu Rassemblement National. De ce point de vue-là, c'est assez raté, non ? Le Rassemblement National... Il n'a pas voté. Il n'était pas un rempart contre le Front National. Il était porteur d'idées sur l'Europe, sur le féminisme, sur le renouvellement de la démocratie. On n'a pas tout réussi. Mais on a fait des progrès sur tous ces axes. Moi, ces axes, je les porte encore. Je reste convaincu que l'industrie est une arme anti-Rassemblement National qu'il va falloir porter encore plus fort et qu'il va falloir continuer à se battre face à une vague qui est aujourd'hui mondiale. Il faut le reconnaître. On n'est pas les seuls, malheureusement, à combattre l'extrême droite. Merci Nathalie. On va revenir à l'actualité parlementaire aussi. C'est lié à ce que dit Nathalie, parce que le Parti socialiste doit présenter une motion de censure contre le gouvernement après les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. François Hollande dit c'est un avertissement. Est-ce que vous l'entendez, cet avertissement ? Oui, c'est aussi un peu de la cuisine, on va se dire, parce qu'on ne censure pas le gouvernement sur le budget parce qu'il faut un budget, mais on censure le gouvernement parce que le Premier ministre a eu un mot déplacé, et je suis prêt à le reconnaître. Je pense qu'il faut qu'on avance un peu plus maintenant sur le fond, sur notre capacité... Mais c'est un avertissement quand même. Et bien sûr, et puis avec un risque quand même, donc j'espère qu'il le mesure, que le Rassemblement National, quel que soit ce qui est écrit dans la motion, décide de le voter quand même. Et donc vous le craignez vraiment, ça ? Écoutez, moi... Ou c'est juste pour faire peur ? Non, mais j'en sais rien, c'est de la tambouille aujourd'hui, dont je ne suis pas cuisinier. Moi, je vais être dans la salle de restaurant et les voir... je dirais, tambouiller entre eux, la gauche et l'extrême droite, en espérant qu'ils ne se mettent pas d'accord sur le dos de la France, parce que c'est quand même ça qui compte. En tout cas, les socialistes n'ont pas censuré le budget. Exactement, est-ce que pour vous, je leur reconnais ça, bravo. Est-ce qu'ils doivent faire, comme les Républicains, intégrer finalement le socle commun ? Moi, ça fait en tout cas 8 mois que je considère que la seule manière de gouverner la France de manière stable, c'est d'avoir une coalition qui va effectivement de la gauche républicaine, socialiste, et pourquoi pas même écologiste, et communistes jusqu'au LR, avec des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui sont capables de s'entendre. C'est dans toutes les démocraties parlementaires. Très clairement, il faut donc, que les socialistes... Oui, moi j'aimerais qu'on ait à la fois des ministres LR, des ministres socialistes et des ministres centristes qui travaillent ensemble
pour faire avancer la France dans les 2 ans qui viennent. C'est possible, vous pensez? Je l'espère, en tout cas, on verra. Dernière chose, à propos des trafics de drogue, vous savez que, encore une fois, Bruno Retailleau a lancé une vidéo électrochoc destinée aux consommateurs de drogue qu'il estime, lui, complices des trafiquants de drogue. Est-ce que pour vous, ils sont complices, les fumeurs de joints, des trafiquants de drogue? En tout cas, je pense que montrer, là, cette fois-ci, je suis plutôt d'accord avec lui, ce que ça veut dire qu'une ligne de coke et ce que ça cache derrière, très bien. Il ne faut pas oublier la prévention. La drogue, c'est à la fois la sanction et la prévention, parce que c'est aussi un fléau qui touche des jeunes, donc il faut s'occuper. Merci Roland Lescure d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, réalisé par Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée dans votre région, ici 12-13. Bon après-midi, bonne semaine, merci et à dimanche prochain.